Nous sommes le 10 janvier 2000 à l'aéroport international de Zurich. Les derniers passagers du vol Crossair 498 sont en train d'embarquer. Le vol à destination de Dresde en Allemagne est surtout fréquenté par des hommes d'affaires. Ciao. Je suis désolé, j'ai terminé. Dresde n'est qu'une destination parmi la centaine que dessert la compagnie suisse Crossair. C'est une compagnie régionale qui est très populaire pour des vols courts de ville à ville. L'équipage de ce soir est composé de 2 pilotes, tous deux originaires d'Europe de l'Est. Tout est vert? Sur ce tronçon, c'est le commandant Pavel Grudzin qui va piloter. Le copilote, Rastislav Kolesar, s'occupera de la radio. Checklist effectuée. Rastislav Kolesar aimait beaucoup voler. Le copilote était un ami très proche de Slavomir Piatak, lui aussi ancien pilote de Crossair. On pouvait voir les étoiles s'allumer dans ses yeux dès qu'il parlait de pilotage. On pouvait voir tout son visage s'illuminer. Il souriait, vous voyez. Il était vraiment passionné par le pilotage. Puissance de décollage. L'appareil sur lequel il vole ce soir est un Saab 340. Puissance de décollage. Conçu dans les années 80, ce biturbopropulseur est capable d'emmener jusqu'à 37 passagers sur plus de 1500 km. Réputé comme étant particulièrement fiable, il n'avait connu jusqu'en 2000 aucun accident majeur. Construit à près de 500 exemplaires, bon nombre de Saab 340 sont encore aujourd'hui en exploitation dans le monde entier. Le Saab 340 est un avion de construction suédoise et il est équipé d'un pilotage automatique numérique très performant. V1. Rotation. Train rentré. Train rentré. L'appareil était facile à manipuler et doux aux commandes. Le temps de vol prévu ce soir est d'environ 1 heure. Au bout de 2 ou 3 minutes de vol, ils auraient dû se trouver au-dessus des nuages et voler dans un ciel dégagé. Mais alors qu'ils traversent la couche de nuages, le contrôle aérien leur impose un léger changement de cap. 498, virez à gauche vers Zurich Est. Virage à gauche vers Zurich Est. Crossair 498. Cette nouvelle trajectoire les amène à faire un demi-tour au sud de l'aéroport, pour ensuite prendre leur cap au nord-est vers Dresde. La navigation longue distance est programmée via Zurich Est. Ouais. Ok. L'avion entame son virage, mais d'emblée, il y a quelque chose d'anormal. Virage à gauche vers Zurich Est. On devrait aller à gauche. Non. Crossair 498, confirmez votre virage à gauche. Attendez, s'il vous plaît. Au lieu de virer sur la gauche, l'avion est en train de partir dans un virage très serré sur la droite. Ok, continuez par la droite vers Zurich Est. Le commandant essaie de reprendre le contrôle de son appareil. Non! Mais ses actions restent sans effet. À gauche! À gauche! À gauche! L'avion s'engage dans un piqué fatal. Je rentrais chez moi en voiture quand j'ai vu quelque chose sur la gauche. J'ai tout de suite reconnu un avion. Il descendait très vite. Il y a eu une explosion énorme. J'étais à 50 mètres environ. Il y a eu une première explosion très forte, suivie par des petites explosions. Je ne pouvais pas m'avancer trop près, la chaleur était trop forte.
Thomas Moscheni est sous le choc. Il n'en croit pas ses yeux. Je ne pouvais rien voir de l'avion, juste des petits débris par-ci par-là. J'étais persuadé qu'il n'y avait aucun survivant. Le vol 498 s'est écrasé à 7 km de l'aéroport de Zurich. Les 10 occupants de l'appareil ont tous été tués sur le coup, y compris le commandant Gruslin et le copilote Kolessar. Cette nuit-là, nous savions juste que nous avions perdu un ami. Quelques heures plus tard, au petit jour, les premiers enquêteurs arrivent sur les lieux du drame, où rien n'indique la présence d'un avion. Quand je suis arrivé sur le site du crash, je n'ai vu qu'un cratère avec de la fumée. Pas un seul élément de la structure d'un avion. Michael Flukiger travaille pour le BFU, le Bureau suisse d'enquête sur les accidents aériens. Et il est là pour découvrir ce qui a pu se passer à bord du vol 498. Premier constat, la majorité du SAP 340 est enterrée au fond d'un imposant cratère. Et le reste des débris est éparpillé tout autour. D'emblée, Michael sait qu'il est face au plus grand défi de toute sa carrière. Vous êtes devant une sacrée pagaille. Et puis, il y a aussi le côté émotionnel. Vous ne savez pas ce que vous allez toucher. Ça peut être un morceau de corps humain, comme un morceau de l'appareil. C'était un travail très dur. La taille et la profondeur du cratère indiquent clairement que l'avion a percuté le sol presque à la verticale et à grande vitesse. Et il faut une vue d'ensemble. Si on ne voit rien de la structure de l'appareil, mais seulement un cratère, ça veut dire obligatoirement qu'il a percuté le sol presque à la verticale. La disposition des débris indique également la direction dans laquelle l'avion se dirigeait. En fait, le vol 498 virait du mauvais côté au moment du crash. Daniel Knetsch est expert en facteurs humains et vient renforcer l'équipe des enquêteurs. C'est rare qu'un accident se produise juste après le décollage. Donc on savait qu'il s'était passé quelque chose de très inhabituel. Envoyons quelqu'un au contrôle aérien pour savoir sur quel circuit de départ ils étaient. Les enquêteurs prennent contact avec le contrôle aérien pour étudier de plus près la trajectoire suivie par l'avion. Le tracé radar et les enregistrements entre le cockpit et la tour de contrôle nous donnent les premières informations sur ce qui s'est passé. Pourquoi n'ont-ils pas suivi la trajectoire habituelle? J'essayais juste de leur faire gagner du temps. Pour accélérer le trafic, le contrôleur a permis au vol 498 de prendre un raccourci. 498, virez à gauche vers Zurich Est. Cette trajectoire était plus courte, donc plus rapide pour prendre le cap de Dresde. Les contrôleurs aériens donnent ce genre de raccourci quand ils le peuvent. Virage à gauche vers Zurich Est. Et ça fait une différence d'environ 3 à 4 minutes. Ce qui est grandement apprécié par les pilotes et aussi par les passagers. À première vue, on n'a rien d'inhabituel dans cet échange radio et ce tracé radar. Ils ont décollé normalement et le contrôleur leur a demandé de virer à gauche plus tôt. Mais pour une raison inconnue, au lieu de virer à gauche, l'avion est parti en virage à droite. Crossair 498, confirmez votre virage à gauche. Attendez, s'il vous plaît. Sur l'instant, le contrôleur a cru que le pilote avait choisi une autre trajectoire et il l'a autorisé à poursuivre. Ok, continuez par la droite vers Zurich Est. Quelques secondes plus tard, le vol 498 s'engageait dans une vrille mortelle. Si l'accident est dû à une défaillance mécanique ou structurelle, il est urgent de l'identifier. Un problème de conception, ou même de maintenance, voudrait dire que chaque jour dans le monde, des centaines de passagers risquent leur vie en voyageant à bord des SAP 340 en exploitation. La première piste pour laquelle les enquêteurs recherchent des indices est donc celle d'une défaillance mécanique. Élément intéressant, plusieurs témoins affirment avoir vu l'avion en feu durant sa chute. Vous pourriez me montrer à quelle hauteur était l'avion quand vous avez vu les flammes?
On avait l'impression qu'il y avait sans doute un feu à bord parce que certains témoins disaient que l'avion était en flammes avant de toucher le sol. Aucun signe des boîtes noires? Évidemment, comme d'habitude, une partie des réponses que cherchent les enquêteurs se trouve dans les deux boîtes noires. Virage à gauche vers Zurich Est. Elles ont enregistré les sons du cockpit, ainsi que plusieurs centaines de paramètres de l'avion. Mais pour l'instant, elles sont introuvables. On a décidé d'y aller couche après couche pour dégager les débris. Un jour ou l'autre, le FDR et le CVR allaient forcément être découverts. AP off. En attendant, les enquêteurs s'interrogent sur la capacité des deux pilotes à communiquer avec le contrôle. Aucun des deux n'était de langue maternelle anglaise. Et une erreur de compréhension pourrait expliquer le virage dans la mauvaise direction. AP off. Ça vient. Une des choses les plus importantes quand on travaille dans un cockpit, c'est la communication. La navigation longue distance est programmée via Zurich Est. Ouais. Être bilingue dans un langage commun est primordial. Les enquêteurs passent au crible les dossiers personnels des pilotes. Ils ont l'air très expérimentés. Des dossiers sans tâche. Les deux hommes ont toutes les qualifications nécessaires et un niveau d'anglais tout à fait satisfaisant. J'ai volé avec chacun d'eux. Je savais que l'anglais de Rastislav était très bon. Je pouvais parler à Pavel et il comprenait et répondait très bien. Bref, aucun élément ne peut expliquer pourquoi l'avion est parti en virage dans la mauvaise direction. Et encore moins pourquoi les pilotes ont perdu son contrôle. On savait qu'un virage serré sur la droite avait amené à une collision avec le sol. Mais pourquoi? Ça, on n'en savait rien. Les recherches menées avec ardeur sur les lieux de l'accident finissent par payer. Et les deux boîtes noires sont retrouvées à peu près intactes parmi les débris. Aussitôt, elles sont expédiées avec précaution au laboratoire pour y être décryptées. Simultanément, les plus grosses pièces de l'épave sont mises à l'abri dans un hangar de l'aéroport de Zurich. Pour l'instant, l'hypothèse de la défaillance mécanique est privilégiée par les enquêteurs. À ce stade de l'enquête, la question d'un dysfonctionnement mécanique était au cœur des discussions, car ça aurait pu expliquer la perte de contrôle de l'appareil. Les débris des moteurs sont examinés à la loupe. Quand un avion fait une descente en vrille, c'est généralement dû à une défaillance moteur. Le Saab 340 est équipé de 2 turbopropulseurs, fabriqués par l'américain General Electric. Si vous avez 2 moteurs de chaque côté de l'appareil, et que par exemple le moteur gauche génère plus de puissance que le moteur droit, l'appareil a tendance à virer sur la droite. Une défaillance majeure du moteur droit pourrait expliquer le départ en virage à droite. Il serait parti en vrille. Mais l'étude poussée des débris montre des dégâts identiques sur les deux moteurs. Conclusion. Très peu de temps après l'accident, on a clairement établi que les moteurs fonctionnaient à plein régime. Le crash du vol 498 n'est donc pas dû à un problème de moteur. La vérité se cache ailleurs. Et pour la débusquer, les enquêteurs décident alors de creuser une autre piste. Je crois que j'ai quelque chose. Celle de la maintenance. Regardez, ici, là et là encore. Dans l'historique de l'appareil, on relevait des mouvements incontrôlés des volets. Au cours des 18 mois précédents, sur cet avion, les équipages avaient signalé des problèmes de volets à une vingtaine de reprises. Ça fait beaucoup de signalements. 21 en 18 mois, ça a attiré notre attention. Les volets sont de petites surfaces que l'on déploie à l'arrière des ailes, à l'atterrissage et au décollage, pour permettre à l'avion de voler à basse vitesse. Leur défaillance peut être gravissime. Si quelque chose ne marche pas dans le système, si un volet fonctionne plus vite qu'un autre ou va plus loin, ça augmente la portance de l'aile, mais du coup, ça va augmenter la traînée. Donc, ça aura tendance à vous faire virer sur la gauche ou sur la droite. Pour l'instant, ce n'est qu'une simple hypothèse. Pour l'étayer, les enquêteurs ont besoin d'un indice, d'une preuve.
Mais les débris sont dans un tel état qu'il est difficile d'en tirer quelque chose. L'avion a été pulvérisé en je ne sais combien de morceaux. Et les volets étaient complètement détruits. Seul le décryptage de la boîte noire pourra leur indiquer si les volets ont correctement fonctionné. En attendant, ils essaient de vérifier la piste ouverte par les témoins oculaires affirmant avoir vu l'avion en feu avant de percuter le sol. C'était tout à fait intéressant, car les témoins nous avaient dit que l'avion était en flammes. Ça nous a suffisamment intrigués pour qu'on aille travailler cette piste sur le terrain. Un incendie laisse obligatoirement des traces très particulières, assez faciles à identifier. J'ai besoin de celle-ci. Là. Si un feu s'est déclenché en vol, il a forcément laissé des traces spécifiques sur une partie précise de l'avion. Si au contraire il est la conséquence du crash, les traces doivent se trouver sur tous les débris. Si le feu se déclare après le crash, il touche évidemment tous les débris répandus sur le sol. Et les traces de feu ne veulent plus rien dire. C'est un travail de patience. Chaque débris doit être identifié et restitué à sa place d'origine pour reconstituer l'avion tel un puzzle géant. En 1991, l'étude attentive des traces de combustion avait permis aux enquêteurs de découvrir les causes du crash à Jeddah d'un DC-8 de Nationair. Le feu avait pris au décollage au niveau du train d'atterrissage. Une fois rentré, ce dernier avait transmis l'incendie à l'ensemble de l'avion et coûté la vie à 261 personnes. Le vol Crossair a-t-il connu un scénario similaire ? Ça nous a pris très longtemps pour réunir tous les morceaux. Un travail long, mais un résultat concluant. Tu vois là, et là. La brûlure est clairement postérieure à l'impact. Finalement, on a pu déterminer avec certitude que l'incendie s'était déclaré après l'impact. Conclusion, les témoins ont rêvé, il n'y a jamais eu d'incendie en vol. Très souvent, les témoins nous rapportent des observations, mais pas forcément dans le bon ordre chronologique. Ça arrive très souvent. C'est alors que survient un rebondissement inattendu. Parmi les débris est retrouvé un bagage relativement intact et appartenant visiblement à un pilote. Un examen rapide permet de l'identifier. C'est la valise du commandant de bord et son contenu est pour le moins troublant. Il y avait des objets personnels et parmi eux, on a trouvé des médicaments. Pas de notice ou de boîte. C'est très rare de trouver des médicaments dans les bagages d'un pilote. Virage. À gauche vers Zurich Est. On devrait aller à gauche. Question. Le commandant était-il en pleine possession de ses moyens ? C'est toujours préoccupant car tout le monde sait qu'on n'est pas censé prendre des substances médicamenteuses avant de voler. Les enquêteurs doivent identifier précisément le médicament utilisé par le commandant et essayer de savoir s'il en a consommé le jour du drame. Emportez ça au labo. Les tests révèlent qu'il s'agit de phénazépam, un sédatif aussi fort que le Valium, utilisé pour traiter des crises d'anxiété. Ce médicament est très puissant et peut avoir des effets secondaires sur vos capacités de pilotage. L'enquêteur se dit qu'il est peut-être sur la bonne piste pour expliquer l'origine de l'accident du vol 498. Si c'est le cas, un prélèvement sur les restes du commandant devrait révéler des traces de phénazépam. L'analyse est lancée, mais demande un peu de temps. Au même moment, le contenu des boîtes noires est enfin révélé aux enquêteurs. Voyons à quoi ça ressemble. Avec les données de l'enregistreur de paramètres, le vol et chaque mouvement de l'avion sont reconstitués seconde par seconde. Les enquêteurs vont enfin savoir si les volets ont été ou non défaillants. Puissance de décollage. Puissance de décollage.
Comme il n'était plus possible d'analyser les volets, on devait trouver un autre moyen. Les volets agissent directement sur la portance et la traînée. Leur défaillance laisse obligatoirement des traces visibles. AP off. Crossair 498, montez au niveau 110. On monte au niveau 110. Crossair 498. Mais dès son décollage, l'avion monte normalement. On monte à 3000 pieds. Et rien n'indique une défaillance des volets. On peut éliminer ça à ce stade. Train rentré. Les volets fonctionnaient normalement. Aucun problème. Nous avons vu que les moteurs tournaient, qu'ils avaient le bon régime, que la montée était normale et que tout allait bien. Et tout à coup, le commandant passe d'un virage à gauche à un virage à droite et perd le contrôle. Oh non, oh non. On dirait que personne ne tient les commandes. La question c'est, pourquoi? Qu'est-ce qui a tout déclenché? À gauche, à gauche. Les enquêteurs décident d'aller rencontrer la veuve du commandant en Moldavie. Ils veulent savoir pourquoi le commandant était sous tranquillisant. Je suis désolé, je sais que c'est difficile. Elle explique que son mari était très stressé. Elle savait qu'il prenait des médicaments et je pense que c'était également à cause de sa situation personnelle. Il était loin d'elle, il vivait en Suisse. Pour travailler et faire vivre sa famille en Moldavie, le commandant s'était expatrié en Suisse. Il était très malheureux de vivre séparé de sa famille, de son épouse et de tous ses amis. Il vivait dans un pays étranger, dans lequel il pouvait s'exprimer en anglais certes, mais pas en allemand ni en français. Je pense que cette situation n'était pas facile pour lui. Le commandant Grudsin était-il malheureux au point de consommer des tranquillisants avant de prendre les commandes d'un avion? Seule l'analyse des prélèvements sur le corps peut confirmer ou infirmer cette piste. Et finalement, les résultats tombent. Pas vraiment concluants. Oui, on trouve bien des traces de phénazépam dans le corps du commandant, mais pas suffisamment pour altérer sa capacité à piloter. Nous ne pouvions pas exclure que ce médicament ait eu un impact direct sur l'accident, mais à ce stade, nous n'en étions pas certains non plus. Pourtant, les enquêteurs ne renoncent pas à cette piste. Oh non, oh non. Ils veulent utiliser un autre moyen pour vérifier si le commandant était ou non en pleine possession de ses capacités. Ils sollicitent un ami intime du commandant Grudsin. Et donc, vous avez juste à écouter et à nous dire ce que vous en pensez. Ils lui font écouter l'enregistrement des discussions entre les deux pilotes dans le cockpit. Changer de cap. Checklist effectuée. Puissance de décollage. Ils recherchent dans la voix du commandant le moindre indice susceptible de trahir l'effet secondaire d'une prise de phénazépam. Puissance de décollage. Une prise de médicament peut influencer la prononciation, le ton d'un individu. Une prononciation pas très claire constitue souvent un bon indice. AP off. Et que pensez-vous de ça? Écoutez encore, soyez sûr. Pressurisation sur on. Les pompes sont sur on. Mais l'ami du commandant ne détecte rien de suspect. La voix de Pavel Grudsin est normale, et pour lui, rien n'indique que son ami était sous l'influence d'un tranquillisant. Le comportement, toutes les discussions étaient très posées. Ok, encore une fois. Visiblement, c'est donc une fausse piste. Checklist effectuée. Les enquêteurs commencent à être à court d'idées lorsque Puissance de décollage. un bruit insolite dans l'enregistrement attire leur attention. Remets-le. Puissance de décollage. Puissance de décollage. On dirait une interférence de téléphone portable. Cette interférence nous indiquait qu'il y avait un téléphone portable ouvert à bord de l'avion.
Dans les années 2000, les téléphones portables sont de plus en plus répandus. Oui, j'ai compris. Mais à l'époque, l'impact d'un téléphone portable sur un avion était relativement inconnu. Quand un téléphone cellulaire est utilisé, il échange un signal avec un relais au sol et peut créer des interférences avec d'autres appareils. C'est cette interférence que l'enregistreur vocal du cockpit a enregistrée. Puissance de décollage. Puissance de décollage. Les enquêteurs se demandent si l'émission de ce signal a pu avoir un effet sur le comportement de l'avion. Un dysfonctionnement peut se produire sans qu'il n'y ait aucune alarme. Les instruments ne signalent rien d'anormal, ce qui fait que ce type de défaillance est très difficile à détecter. Crossair 498. Montez jusqu'au niveau 110. On monte au niveau 110. Crossair 498. De nuit et sans visibilité, les pilotes se fient à leurs instruments de bord pour déterminer leur position et leur trajectoire. Le seul instrument fiable, c'est l'horizon artificiel. Il vous permet de savoir si vous êtes en montée ou en descente, et il vous indique si vous penchez à droite ou à gauche. Évidemment, si un téléphone portable a perturbé l'horizon artificiel, cela pourrait expliquer pourquoi l'avion est parti en virage dans la mauvaise direction. Non. En cherchant dans les annales un cas similaire, les enquêteurs découvrent l'histoire d'un avion slovénien. Les interférences d'un téléphone portable avaient déclenché une alarme incendie, forçant l'équipage à un atterrissage d'urgence. Ça peut impacter les systèmes de l'appareil et envoyer des messages erronés. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait à bord du vol Crossair plusieurs téléphones portables, y compris dans le poste de pilotage. Les enquêteurs décident alors de faire un test grandeur nature avec un appareil similaire. Ok, tout est prêt ici. Donc, va à l'arrière et déclenche un signal. Ils recherchent le moindre indice prouvant une éventuelle interférence entre le téléphone et l'un des systèmes électroniques de l'avion. Ce matériel de test nous permet d'imiter l'effet d'un téléphone portable. Et on l'a mis en contact avec l'équipement d'un avion pour voir ce qui se passe. Toujours rien. Essayez encore. L'enjeu est de taille, car déjà à l'époque, les téléphones portables étaient très répandus. Si l'un d'entre eux est à l'origine du crash, il va falloir rapidement prendre des mesures pour éviter un nouvel accident. Les données de tous les téléphones portables des passagers du vol 498 sont collectées. Les enquêteurs veulent savoir si un des passagers a téléphoné juste avant le crash. Toujours rien. Et toi? Les systèmes des avions ne peuvent pas être endommagés par des téléphones portables parce qu'ils sont très bien protégés contre ces interférences électroniques. Mais les tests réalisés prouvent que le signal de certains téléphones peut interférer avec les équipements électroniques de l'avion. Le voilà. De là à dire que cette interférence est responsable de l'accident, il y a un grand pas. Essayez encore. Que les enquêteurs sont incapables de franchir. Nous n'avions aucune preuve que le téléphone portable aurait pu être un problème. De plus, les relevés téléphoniques de tous les appareils présents à bord prouvent que les derniers appels ont été passés avant le décollage. Salut. Nous n'avons décelé aucune communication entre un téléphone portable et le sol durant le vol. Bref, mis à part le bruit d'interférence enregistré alors que l'avion était encore au sol, rien ne permet d'indiquer qu'un téléphone ait pu avoir une influence quelconque sur les instruments de bord. Les résultats étaient simplement nuls. Et pour l'instant, le mystère reste entier. Une nouvelle fois, les enquêteurs décident de se replonger dans l'enregistrement des sons du cockpit. Train rentré. Et les centaines de paramètres enregistrés par la deuxième boîte noire. Train rentré. AP off. Crossair 498. Montez jusqu'au niveau 110. On monte au niveau 110. Crossair 498. AP off. Ça vient. Ils sont à la recherche du moindre indice, leur indiquant comment les instruments de bord fonctionnaient ce soir-là. Juste là, le virage commence à être très serré. À gauche, vers Zurich Est. On devrait aller à gauche. Non. La réaction soudaine du commandant est en soi un indice.
Ça ne peut pas être une coïncidence. Les enquêteurs savent que l'écran de vol principal du commandant s'est brutalement modifié lorsque l'avion s'est engagé dans un virage trop serré. Le système est conçu pour qu'en cas d'inclinaison anormale, toutes les informations secondaires soient effacées afin de permettre au pilote de se concentrer sur l'essentiel. Et ça s'est passé juste au moment où le commandant disait « Oh non, non ». Les enquêteurs savent qu'au moment où le commandant a cette réaction, les instruments fonctionnaient parfaitement. C'est donc le commandant qui, visiblement, n'a pas su interpréter les données qu'il lui fournissait. Une personne confuse n'est pas forcément consciente de sa confusion. Je pense que le problème était qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. À ce stade se pose une question troublante. Comment un pilote qualifié et compétent peut-il soudain confondre sa droite et sa gauche? Pour tenter de répondre à la question, les enquêteurs s'envolent pour Moscou, où le commandant Grudzin a appris jadis à piloter. Je vous remercie de nous recevoir. Il rencontre plusieurs experts aéronautiques russes. En 2000, Crossair recrutait de nombreux pilotes formés à l'époque de l'Union soviétique. La croissance de Crossair était si importante que les pilotes suisses ou natifs des pays voisins ne suffisaient plus pour répondre à la demande. Donc il était très facile de se faire engager par Crossair. À l'aide des archives russes, les dossiers des deux pilotes sont passés au crible. À 41 ans, le commandant Grudzin avait au total plus de 8000 heures de vol à son actif, dont 1900 sur le SAP 340. Quant au copilote, Rastislav Kolesar, à 35 ans, il comptait 1100 heures de vol. C'était un pilote très compétent et très structuré. Les deux pilotes étaient donc qualifiés et a priori rien n'autorise vraiment à les suspecter d'une faute de pilotage. Jusqu'au moment où les experts russes vont eux-mêmes développer une étonnante théorie susceptible d'expliquer le crash. Une série d'accidents avait impliqué plusieurs pilotes formés en Russie. Et tous avaient en commun une certaine confusion face à un des principaux instruments de vol. On était très surpris parce que dans le monde aéronautique occidental, on n'avait jamais eu connaissance de ce problème. L'horizon artificiel utilisé par les pilotes soviétiques était à l'époque très différent de celui utilisé en Occident. Virage à gauche vers Zurich Est. Crossair 498. À l'ouest, la maquette symbolisant l'avion reste toujours au centre de l'écran, alors que l'horizon bouge. Chez les soviétiques, c'est la maquette qui bougeait sur un horizon fixe. On comprend très bien qu'un pilote puisse être désorienté. Visuellement, un virage à gauche sur un affichage soviétique est presque similaire à un virage à droite sur un affichage occidental. L'horizon artificiel était interprété de deux façons totalement différentes selon qu'on soit en Europe de l'Ouest ou en Europe de l'Est. Et bien évidemment, cette interprétation pouvait prêter à confusion. Lorsqu'en 1989, à la chute du mur, les pays d'Europe de l'Est ont commencé à acheter les avions occidentaux, cette confusion s'est révélée mortelle dans une quinzaine d'accidents. Cette découverte était vraiment cruciale car c'était une cause probable de l'accident. Sous l'effet combiné du stress et d'une petite dose de tranquillisant, le commandant a pu revenir un instant à sa formation initiale et réagir comme s'il était face à un horizon artificiel russe. Non! Tout ce que vous apprenez au début de votre formation va se fixer dans votre cerveau reptilien, là où vous stockez vos souvenirs à long terme, là où se trouve votre mémoire primitive. C'est ce dont vous vous rappellerez en premier. En pleine confusion, il a cru s'être engagé dans un virage à gauche et donc viré à droite pour rectifier sa trajectoire. Si j'avais appris à conduire en Suisse à droite et que je devais conduire au Royaume-Uni à gauche, je pourrais le faire sans problème. Mais peut-être qu'à un rond-point, ou si je devais prendre une décision en quelques secondes et en situation de stress, je réagirais immédiatement en fonction de ce que j'ai appris en tout premier. Et du coup, je prendrais la mauvaise direction. Et involontairement, le contrôle aérien n'a fait qu'augmenter sa confusion. Crossair 498, confirmez votre virage à gauche.
La demande du contrôleur a pu lui faire croire qu'il virait vers la gauche, alors qu'en réalité, il virait vers la droite. Il a dit 498, confirmez votre virage à gauche. Comment ça peut aider un équipage? Attendez, s'il vous plaît. La seule chose qu'il aurait dû dire, à mon avis, c'est Crossair 498, virez à gauche en direction de n'importe quelle direction. Ou Crossair 498, je constate que vous virez à droite. À gauche, à gauche! Et ce qu'il a dit n'a aidé personne. À gauche! Le commandant pensait donc être en virage trop serré sur la gauche, alors qu'il était en réalité engagé dans un virage à droite. Et ces corrections pour rectifier sa trajectoire n'ont fait qu'aggraver la situation. Les enquêteurs découvrent aussi une autre différence essentielle entre les aviations russes et occidentales. Que de pilotage manuel. Les Russes ont une approche différente du pilotage automatique. La navigation longue distance est programmée via Zurich Est. Ouais. Aujourd'hui, le pilotage automatique peut entièrement gérer l'avion. Ok, on peut y aller. Et les pilotes peuvent se concentrer sur d'autres tâches que celles du pilotage. La philosophie de l'Est, héritée de l'ancienne Union soviétique, est de piloter l'appareil manuellement aussi longtemps que possible, juste pour prouver la capacité du pilote à piloter. Et c'est très différent de la philosophie de l'Ouest. Sur le vol 498, le commandant pilotait en manuel et le pilote automatique n'a jamais été engagé. Si le commandant avait engagé l'autopilote après le décollage, l'accident ne serait pas arrivé. Nous n'aurions jamais parlé de ce vol, car l'appareil aurait tout simplement volé jusqu'à Zurich Est et aurait atteint Dresde 1 heure plus tard. Reste tout de même une question. Il y avait 2 pilotes ce jour-là à bord. Même si le commandant était en pleine confusion, pourquoi le copilote n'a-t-il pas réagi pour tenter de sauver l'avion ? Si quelqu'un voit que quelque chose ne va pas, il doit intervenir. Passez-moi les caractéristiques de la flotte du Crossair, s'il vous plaît. Les enquêteurs cherchent ce qui a pu empêcher la réaction du copilote. On monte au niveau 110, Crossair 498. Car en théorie, il devait lui aussi surveiller les instruments. AP off. Ça vient. Mais le vol 498 avait une particularité. 498, virez à gauche vers Zurich Est. Virage à gauche vers Zurich Est. Crossair 498. Le système de pilotage et de navigation par écran venait tout juste d'être installé à la place des instruments traditionnels. La conception d'un tableau de bord est un processus compliqué. Chaque instrument doit être facilement manipulable et les pilotes doivent avoir sous les yeux les informations vitales pour le vol, dont l'horizon artificiel. Le Saab 340 n'est pas un grand appareil. Vous n'avez pas la place de tout mettre dans un espace optimum. C'est donc un défi de tout organiser dans le cockpit. Les enquêteurs s'interrogent sur l'ergonomie du poste. Les 2 pilotes pouvaient-ils réellement voir ce qui se passait ? Pour le savoir, ils décident de mener une expérience inhabituelle. Ok, commençons. Train rentré. Ils reconstituent le vol Rotation. pour déterminer ce que le copilote pouvait réellement voir au moment où les choses ont commencé à mal tourner. Là, il regarde la manette de train. Train rentré. AP off. Crossair 498, montez jusqu'au niveau 110. On monte au niveau 110. Crossair 498. Après le décollage, la procédure du Saab 340 exigeait du pilote qui n'a pas les commandes de travailler en levant ou en baissant la tête. Soit il regardait le panneau au plafond pour mettre les interrupteurs dans la bonne position, soit il baissait les yeux pour manipuler les boutons des instruments du tableau de bord. Puissance de montée. Ça vient. Des actions qui ont mené son regard loin de l'horizon artificiel. Maintenant, il regarde ici. Maintenant, je peux lever la tête. Lorsque le copilote s'est aperçu de la confusion du commandant, l'avion était déjà engagé dans son virage trop serré sur la droite. Si vous avez été distrait, quand vous revenez dans la situation, vous allez peut-être trouver quelque chose d'inattendu.
Les chercheurs ont découvert qu'il faut entre 4 et 8 secondes pour comprendre ce que l'avion est en train de faire, la situation dans laquelle il est et ce qu'il faut faire pour le rétablir. On devrait aller à gauche. Crossair 498, confirmez votre virage à gauche. Attendez, s'il vous plaît. On pouvait clairement déceler une augmentation du stress. Non! Le stress dans la voix du copilote prouve qu'il avait détecté le danger imminent. À gauche, à gauche! Mais le commandant était persuadé être déjà engagé dans un virage à gauche. Donc il ne pouvait pas comprendre la consigne du copilote. À gauche! Il parlait l'anglais basique de l'aviation. À gauche! Et il est très difficile de communiquer ses angoisses avec précision. Il suffisait qu'il lui dise « Stop, tu vires du mauvais côté ». Dans l'aviation, il est courant que des gens de différents pays soient amenés à communiquer. Et je crois que ce côté international est vraiment sympa. Mais on doit tenir compte de la culture de chacun. Il faut qu'on leur donne les outils correspondant à leurs besoins pour qu'ils puissent faire leur travail en toute sécurité. Après l'accident du vol 498, la compagnie Crossair a imposé plusieurs mois de formation supplémentaire à tous ses pilotes issus de l'ancien bloc de l'Est. Et le contrôle de leur niveau d'anglais a été renforcé. Tout le monde travaille dur pour avoir le meilleur avion possible avec le bon équipage et les bons équipements. Dernière mesure, dorénavant les équipages suisses doivent obligatoirement engager le pilotage automatique immédiatement après le décollage. Les pilotes n'ont alors plus qu'à surveiller les instruments et assurer le vol en toute sécurité.